Yes! Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre. Retour sur le plateau d'Adokids TV et notamment le monde de Jerry, le premier rendez-vous scientifique de la soirée. Pipi! Yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 de Scientifique 31, un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti! Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du 17h30 scientifique, le premier grand rendez-vous science sur Adokids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Très heureux de vous accueillir. Nous sommes dans votre rendez-vous de présentation de l'histoire d'un grand scientifique. Aujourd'hui, après avoir parlé de Pythagore, de Thalès, après avoir parlé de Dimitri Mendeleïev et Isaac Newton, nous allons parler d'un mathématicien autre, très célèbre, qui s'appelle Henri Poincaré. Il est né le 29 avril 1854 à Nancy et il est mort le 17 juillet 1912 à Paris. C'est un mathématicien, physicien, ingénieur et philosophe des sciences français, souvent considéré comme l'un des derniers esprits universels, tant ses contributions couvrent de nombreux domaines scientifiques. Issu d'une famille bourgeoise et intellectuelle, son père Léon Poincaré est professeur de médecine à la faculté de Nancy et son cousin Raymond Poincaré deviendra président de la République française. Dès son plus jeune âge, Henri montre une précocité intellectuelle remarquable, notamment en mathématiques, domaine dans lequel il excelle rapidement. Il poursuit des études brillantes à l'école polytechnique puis à l'école des mines, où il se forme comme ingénieur tout en cultivant sa passion pour les mathématiques. Très vite, il se distingue par son esprit créatif et sa capacité à aborder des problèmes complexes sous des angles inédits. Ses travaux en mathématiques appliquées, en particulier sur les fonctions fuschiennes, posent les bases de la théorie des fonctions automorphes, influençant profondément le développement de l'analyse mathématique. L'une de ses contributions majeures réside dans la fondation de la topologie algébrique, où il introduit le concept de la classification des surfaces et la notion de groupe fondamental. Ses recherches sur le problème des trois corps, un problème classique de la mécanique céleste, le conduit à découvrir ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de chaos déterministe, ouvrant la voie à la théorie du chaos. En physique, il est l'un des pionniers de la relativité restreinte, indépendamment de Lorentz, et avant Einstein, introduisant des concepts cruciaux tels que la convention de la simultanéité et la relativité du temps. Il est également très impliqué dans la vie académique et scientifique, occupant plusieurs postes prestigieux, dont celui de président de l'Académie des sciences, et il est élu membre de l'Académie française en 1908. Comme on l'a dit, c'est le fils de Émile Léon Poincaré, doyen de la faculté de médecine de Nancy, et de son épouse Marie-Pierrette Eugénie Launois. Il est neveu d'Anthony Poincaré, ce qui en fait le cousin germain des fils de ce dernier, l'homme politique et président de la République française Raymond Poincaré, et Lucien Poincaré, directeur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Institution publique et des Beaux-Arts. La sœur d'Henri, Aline Poincaré, a épousé le philosophe Émile Boutroux. À 5 ans, il contracte la diphtérie en le laissant paralysé durant 5 mois, ce qui l'incite à se plonger dans la lecture. Élève d'exception au lycée impérial de Nancy, il obtient le 5 août 1871 le baccalauréat en lettres, mention bien, et le 7 novembre 1871 son baccalauréat en sciences, où il faillit être refusé à cause d'un 0 en composition de mathématiques. Il semblerait qu'il soit arrivé en retard et ait mal compris le sujet, un problème sur les séries convergentes, domaine dans lequel il apportera des contributions importantes, mais il se rattrape brillamment à l'oral et est finalement admis avec une mention assez bien.
Il se relève de ce mauvais pas en classe préparatoire où il remporte 2 fois consécutivement le concours général de mathématiques, malgré son inaptitude sportive et artistique et une épreuve de géométrie descriptive qu'il aurait ratée. Il se classe premier au concours d'entrée à l'école polytechnique le 2 novembre 1873. Son rang lui vaut un grade de sergent-major. À ce titre, il est missaire et président de la commission des cotes. Il sort deuxième de l'école polytechnique en 1875 et le 19 octobre de la même année, il entre comme élève ingénieur à l'école des mines de Paris, étant membre du corps des mines. Il est licencié en sciences le 2 août 1876. Il sort de l'école des mines le 11 mars 1879. Là, c'est troisième sur les 3 élèves du corps des mines. Nommé ingénieur des mines de 3e classe le 28 mars à Vesoul, il obtient le 1er août le doctorat des sciences. Le doctorat ES Sciences Mathématiques à la Faculté des Sciences de Paris et devient chargé de cours d'analyse à la Faculté des Sciences de Caen le 1er décembre 1879. 2 ans plus tard, il obtient ses premiers résultats marquants en mathématiques sur la représentation des courbes et des équations différentielles linéaires et à coefficients algébriques et rapidement il s'intéresse à l'application de ses connaissances mathématiques en physique et plus particulièrement en mécanique. Il retourne à Paris en 1881 comme maître de conférences d'analyse à la Faculté des Sciences de Paris. Henri Poincaré épouse le 20 avril 1881 Louise Poulain d'Andécy, petite fille d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, arrière-petite-fille d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. 4 enfants naissent de cette union entre 87 et 93. Jeanne, future épouse de Léon Daume, Yvonne, Henriette et Léon, également polytechnicien, ensuite ingénieur général de l'air. Il est nommé répétiteur d'analyse à l'école polytechnique le 6 novembre 1883, charge qu'il occupe jusqu'à sa démission en mars 1897. Nommé à la charte de mécanique physique et expérimentale le 16 mars 1885, il la quitte pour la chaire de physique, mathématiques et calcul de probabilité en août 1886, succédant ainsi à Gabriel Lippmann. Il est président de la Société mathématique de France en 1886. Il est élu membre de l'Académie des sciences en 1887. Il devient membre du Bureau des longitudes en 1893 et est nommé ingénieur en chef des mines. En novembre 1896, il obtient la chaire d'astronomie mathématique et de mécanique céleste à la Faculté des sciences de Paris, succédant à Félix Tisserand, qui vient de mourir. Il est sociétaire de la Société des sciences de Nancy et membre associé de l'Académie de Stanislas. Il est à nouveau président de la Société mathématique de France en 1900. Il est président de la Société astronomique de France de 1901 à 1903. Il est en 1901 le premier lauréat de la médaille Sylvester de la Royal Society. Il est président de la Société française de physique en 1902. Le 1er octobre 1904, Henri Poincaré est nommé professeur d'astronomie générale sans traitement à l'école polytechnique, ceci afin d'éviter la suppression de la chaire. De 1900 à 1908, il applique ses travaux à la télégraphie sans fil, ce qui permet d'établir l'existence des régimes d'ondes entretenus. Accumulant les honneurs, il est élu à l'Académie française le 5 mars 1908. Il participe à de nombreux congrès et de conférences jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt le 17 juillet 1912 au 15 rue Monseigneur, archives départementales de Paris, alors qu'il habite au 63 rue Claude Bernard, d'une embolie à la suite d'une opération pour traiter une hypertrophie de la prostate décelée en 1908. Ses funérailles ont lieu le 19 juillet 1912 à l'église Saint-Jacques du Haut-Pas et sont suivies de son inhumation au cimetière Montparnasse. En 1902, Poincaré publie La science et l'hypothèse. Même si ce livre est le plus un ouvrage d'épistémologie que de physique, il appelle à ne pas considérer comme trop réels de nombreux artefacts de la physique de son époque. Le temps absolu, l'espace absolu, l'importance de l'éther. Einstein s'était particulièrement penché sur ce livre et les idées contenues font de l'ouvrage un précurseur de la relativité restreinte. On y trouve en particulier ce passage. Ainsi, l'espace absolu, le temps absolu, la géométrie
même ne sont pas des conditions qui s'imposent à la mécanique. Toutes ces choses ne préexistent pas plus à la mécanique que à la langue française, ne préexistent logiquement aux vérités que l'on exprime en français. En 1905, Poincaré pose les équations des transformations de Lorentz et les présente à l'Académie des sciences de Paris le 5 juin 1905. Ces transformations vérifient l'invariance de Lorentz, achevant le travail d'Hendrik Lorentz, qui était un correspondant de Poincaré. Ces transformations sont celles qui s'appliquent en relativité restreinte, et on emploie encore aujourd'hui les équations telles que les a écrites Poincaré. Il montre ainsi l'invariance des équations de Maxwell sous l'action de la transformation de Lorentz. Il montre également que la transformation de Lorentz revient à une rotation entre espace et temps et qu'elle définit un groupe dont l'un des invariants est la vitesse de la lumière. Mais pour expliquer l'origine physique de ces transformations, Poincaré a recours à des contractions physiques de l'espace et du temps, conservant en référence un éther et un temps absolu. Einstein, lui, part de la constance de la vitesse de la lumière en tant que postulat et du principe de la relativité pour retrouver les mêmes transformations de Lorentz, éliminant les notions de référentiel ou horloge absolue et faisant des différences de longueur des effets de la perspective dans un espace-temps en 4 dimensions et non des contractions réelles. Poincaré a également proposé certaines idées sur la gravité, notamment la propagation des perturbations du champ de gravitation à la vitesse de la lumière, ce qu'il nomma onde gravifique. Sa faiblesse était de trop rechercher l'analogie avec l'électromagnétisme en cherchant une nouvelle loi de gravitation qui soit invariante par les transformations de Lorentz. Paul Langevin note que Poincaré a trouvé plusieurs solutions possibles qui présentent tout ce caractère commun que la gravitation se propage avec la vitesse de la lumière du corps attirant au corps attiré et que la loi nouvelle permet de représenter les mouvements des astres mieux encore que la loi ordinaire puisqu'elle atténue les divergences existant encore entre celle-ci et l'effet dans le mouvement du périhélie de Mercure par exemple. Si les physiciens de l'époque étaient parfaitement au courant des travaux de Poincaré, le grand public l'a ensuite presque oublié, alors que le nom d'Einstein est aujourd'hui connu de tous. Récemment, quelques voix ont cherché à rappeler le rôle de Poincaré, mais d'autres sont allés plus loin, cherchant à faire de Poincaré l'auteur de la théorie de la relativité. Cette controverse sur la paternité de la relativité est d'autant plus délicate que les conflits politiques se mêlent aux questions de lecture des articles de physique. Poincaré est le fondateur de la topologie algébrique en mathématiques. Ses principaux travaux mathématiques ont eu pour objet la géométrie algébrique des types de fonctions particuliers, les fonctions dites automorphes. Il découvre les fonctions fuchsiennes et klinéennes, les équations différentielles. La notion de continuité est centrale dans son travail, autant par ses répercussions théoriques que pour les problèmes topologiques qu'elle entraîne. L'un des derniers représentants de cette science à en avoir eu une totale maîtrise dans l'ensemble des domaines, y compris dans ses applications en astronomie et en physique. Pendant les 6 dernières années de sa vie, à partir de 1905, Poincaré participe activement au débat sur les fondements qui traversaient à l'époque la communauté mathématique. Il n'a jamais essayé d'y contribuer sur le plan technique, mais certaines de ses idées ont eu une influence indéniable. L'un des contradicteurs, Bertrand Russell, écrira en 1914 « Il n'est pas possible d'être toujours juste en philosophie, mais les opinions de Poincaré, justes ou fausses, sont toujours l'expression d'une pensée puissante et originale servie par des connaissances scientifiques tout à fait exceptionnelles. » Entre autres à cause de son refus d'accepter l'infini actuel, c'est-à-dire la possibilité de considérer l'infini comme une entité achevée et non simplement comme un processus qui peut se prolonger arbitrairement longtemps, Poincaré est considéré par beaucoup d'intuitionnistes comme un précurseur. Il n'a cependant jamais remis en cause le tiers exclu, et rien n'indique qu'il aurait pu adhérer à une refondation aussi radicale des mathématiques que celle que proposa
que proposera Luitzen Egbertus Jan Brouwer. La position de Poincaré a évolué. Dans une période précédente, il s'est intéressé aux travaux de Georges Cantor, dont les travaux sur la construction des réels et la théorie des ensembles s'appuient de façon essentielle sur un infini actuel, au point de superviser la traduction en français d'une partie des articles de ce dernier, et d'utiliser ces résultats dans son mémoire sur les groupes Klein-Néen. Il s'intéresse également aux travaux de David Hilbert sur l'axiomatisation. Il fait en 1902 une recension soignée et très louangeuse des fondements de la géométrie. En 1905 et 1906, Poincaré réagit de façon assez polémique à une série d'articles de Louis Couturat sur les principes des mathématiques dans la revue de métaphysique et de morale, article qui rendait compte des principes mathématiques de Bertrand Russell. Russell finira par intervenir lui-même dans le débat. Poincaré, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'a jamais changé ce que l'on appelle de manière vague l'intuitionniste kantien. Quand il évoque l'intuition, la valeur de la science, au chapitre 1, ce terme signifie image ou modèle. Sa conception de l'expérience n'a pas grand-chose à voir avec celle de Kant. Ni l'espace, ni le temps ne sont des formes a priori, car l'expérience n'est que l'occasion à partir de laquelle l'espace représenté est mis en relation avec l'espace comme continuum amorphe. L'expérience n'a donc joué qu'un seul rôle et elle a servi d'occasion. Mais ce rôle n'en était pas moins très important et j'ai cru nécessaire de le faire ressortir. Ce rôle aurait été inutile s'il existait une forme a priori s'imposant à notre sensibilité et qui serait l'espace à 3 dimensions. Quand Poincaré évoque l'idée de commodité, il est plus proche des empiristes que des réalistes, que des idéalistes. L'idée de vérité n'a plus grand-chose à voir avec l'idée de jugement synthétique a priori, parce qu'on choisit ses principes ou axiomes, tout comme on choisit les faits dans les sciences de la nature. Le principe de récurrence semble n'avoir d'autre but que de montrer la non-pertinence du logicisme qui fait de la déduction le ressort central de la démonstration mathématique. Pour lui, c'est précisément le cas du principe de récurrence qu'il nomme également principe d'induction, en ce qu'il s'oppose à la déduction et ce qu'il refuse de considérer comme le fruit d'un jugement purement analytique, comme le sont pour lui les raisonnements logiques. Ceci l'oppose à Russell, qui veut réduire les mathématiques à la logique. Cela l'oppose aussi à ceux qu'il appelle les cantoniens, comme Ernest Zermelo, et dont il distingue en partie Hilbert. À ces derniers, il reproche l'usage de l'infini actuel à travers leur façon de passer du général au particulier, par exemple le fait de supposer l'existence d'ensembles infinis pour définir l'ensemble des entiers naturels. Alors que pour lui, les entiers naturels sont premiers, il refuse ce qu'il appelle les définitions non prédicatives qui, pour définir un ensemble E, grand E, font appel à la notion de l'ensemble grand E lui-même. Typiquement, la définition actuelle en théorie des ensembles de N, l'ensemble des entiers naturels comme intersection des ensembles contenant 0 est clos par successeur et non prédicative au sens de Poincaré, puisque les entiers naturels fait partie de ces derniers. Les objections de Poincaré par les réactions qu'elles ont nécessité ont joué un rôle non négligeable dans la naissance de la logique mathématique et de la théorie des ensembles. Même si ces idées ont eu finalement relativement peu de succès, elles influencent tout de même notablement l'intuitionnisme de Brouwer et ses successeurs qui restent très marginal chez les mathématiciens et ont connu des développements en théorie de la démonstration à partir des années 1960. Et nous continuerons la suite de notre émission demain dans notre très symbolique 19e numéro. Je vous remercie de votre fidélité et de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, notamment demain, dans le 17h30 scientifique pour la suite de Henri Poincaré. Dans un instant, voici le 18h chimique qui vous attend pour une toute nouvelle expérience, pas comme les autres. Nous allons nous intéresser à la désoxydation.
Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente après-midi sur Ado Kids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne, bon début de soirée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.